Nos algorithmes de sécurité, ils protègent les secrets d'État, ils protègent la dissuasion nucléaire, ils protègent le chiffre diplomatique, nos plus grands secrets. On ne peut pas prendre de risques avec cela. C'est pour ça qu'on a lancé ces algorithmes post-quantiques. Bonjour Philippe Duluc. Bonjour. Vous êtes CTO de Big Data et Security chez Eviden, qui est une division du groupe Atos. En gros, vous êtes spécialiste de la sécurité, et notamment de la sécurité quantique, d'informatique quantique. Le quantique, c'est un mot qui fait rêver un peu depuis quelque temps déjà, même si, franchement, la plupart des gens ne savent pas vraiment ce qui se cache derrière ce terme un peu mystérieux. Alors, on va essayer de voir avec vous qu'il y a des questions techniques passionnantes et surtout des enjeux colossaux qui touchent même à la géopolitique. Philippe Duluc, avant cela, il faut peut-être camper un peu le décor. Vous pouvez nous rappeler un peu en quelques mots ce que c'est que le quantique et où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'informatique quantique? Alors, l'informatique quantique, elle est née assez récemment. Elle est née suite à ce qu'on a appelé la seconde révolution quantique. La première révolution quantique, elle est beaucoup plus ancienne, c'est elle qui a amené l'invention des semi-conducteurs, etc., toute l'industrie effectivement de l'informatique. Et plus récemment, on a eu cette seconde révolution quantique qui utilise des propriétés un peu macroscopiques de la physique quantique, qui ont permis de développer de nouvelles activités que sont l'informatique quantique. Alors là-dedans, on met plusieurs activités. Une activité de calcul, donc comment calculer, c'est du calcul quantique, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus classiquement avec des bits, mais on travaille avec des qubits. Et en fait, on pourra développer cela plus tard dans la conversation, donc on peut accélérer vraiment de manière très importante les calculs. On a également aussi dans l'informatique quantique, on a les communications quantiques. Voilà, c'est des communications, on utilise des propriétés quantiques, notamment des photons, pour avoir des communications qui sont inviolables, qu'on ne peut pas intercepter, par exemple. On a également des sujets de stockage quantique. On a voilà un certain nombre d'activités qui sont liées à l'informatique et qui sont également dans le domaine de la sécurité. On a parlé du monde post-quantique. On verra que le calcul, quantique permet donc ça représente un risque pour les algorithmes cryptographiques. Donc alors ça, vous allez nous l'expliquer en détail parce que c'est super important. Juste avant, on est bien d'accord que l'informatique quantique, ça ne va pas remplacer l'informatique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Non, effectivement, c'est précisément ce que nous pensons. Par exemple, pour le calcul, qui est vraiment un domaine dans lequel Atos est très investi, puisque nous sommes fournisseurs de supercalculateurs. Nous sommes quasiment le numéro 3 mondial. Donc, ces super ordinateurs qui vont faire bien très prochainement 1 milliard d'opérations à la seconde. Nos clients ont toujours besoin de moyens de calcul extrêmement puissants. On a toujours besoin d'accélérer les calculs. Et le quantique permet d'accélérer ces calculs. Pour nous, c'est une accélération. Voilà, ça remplace pas, c'est une accélération, d'autant plus que l'accélération quantique ne fonctionne que pour certains algorithmes, que pour certaines applications. Si on voulait considérer qu'il y a un remplacement, il faudrait que le quantique puisse adresser toutes les utilisations, toutes les applications, et ça, on est vraiment très très loin de tout ça. Donc le quantique accélère certaines applications, mais ces applications sont intéressantes, importantes, et c'est pour ça que les gens s'intéressent au calcul quantique. Mais on n'aura pas tous sur nos bureaux dans 5 ans ou 10 ans des ordinateurs quantiques à la place des ordinateurs que nous avons aujourd'hui. Absolument, ça, on en est persuadé. Côté Atos, on n'aura jamais de laptop quantique ou de PC quantique. On aura plutôt des ordinateurs, des plateformes de calcul qu'on appelle hybrides, qui auront des accélérateurs quantiques. Et donc, lorsque ces plateformes de calcul hybrides feront tourner une application qui peut être accélérée par le quantique, eh bien là, c'est là que ce qu'on appelle les QPU, les Quantum Processing Unit, se mettront en marche et permettront d'accélérer le calcul de ces applications. Par contre, sur d'autres applications qui, elles, ne sont pas accélérables par le quantique, ça fonctionnera comme
comme aujourd'hui avec ce qu'on appelle des CPU ou des GPU. Et alors ça existe déjà, c'est déjà une réalité. Et chez Atos et chez Eviden, vous avez des ordinateurs qui sont boostés au quantique, on va dire. Alors, nous, on a commencé en 2016, on a lancé notre activité quantique en 2016, et à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de QPU disponible. Et donc, nous, on a commencé par une stratégie qui vise à simuler et à émuler. On s'est dit, puisque les QPU sont pas encore là, ils vont progresser, un jour ou l'autre, ils seront là, mais on a déjà besoin de travailler, de s'entraîner. Donc, on a dit, tiens, on va fournir un émulateur qui permettra à tous les utilisateurs, les scientifiques, les chercheurs, de programmer des algorithmes quantiques et de simuler leur exécution comme s'ils tournaient sur un vrai QPU. Et on a fait ça, c'est une phase qui a duré peut-être jusqu'à l'année dernière, jusqu'à 2023. Et maintenant, on est entré effectivement dans une seconde phase où on commence à donner l'accès véritablement à de vrais QPU. Voilà. Également, notre stratégie côté Atos, on est fournisseur de supercalculateurs depuis des années, c'est de ne pas investir sur les processeurs de calcul. C'est-à-dire que pour les QPU, on ne va pas les développer nous-mêmes, on va s'adresser à des partenaires. On a la chance d'avoir en France plusieurs startups qui développent des QPU. Et donc, notre promesse à nous, c'est de permettre l'accès des infrastructures de calcul à ces QPU dès lors qu'ils seront terminés et qu'ils seront accessibles. Mais à quoi sert l'ordinateur quantique aujourd'hui, Philippe Duluc? À quoi est-ce que c'est utilisé, si c'est déjà utilisé? Alors, c'est déjà utilisé, mais pas sur des utilisations qui concurrencent le HPC. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait en quantique, il faut être clair, aujourd'hui, on pourrait le faire avec un ordinateur classique. Mais on sent que la courbe, petit à petit, s'améliore et on finira par arriver à un moment où on pourra faire tourner des algorithmes quantiques qui ne pourront pas tourner sur des ordinateurs classiques. Voilà. Mais on n'y est pas encore aujourd'hui, il faut rester humble, il faut le dire, mais tous les jours, ça s'améliore. Tous les jours, les QPU sont de plus en plus précis, sont de moins en moins bruités, et arrivera un jour où effectivement, les algorithmes quantiques, les applications quantiques, tourneront sur des QPU et ne pourront pas tourner sur des CPU. Mais on n'y est pas encore aujourd'hui, mais ça vaut le coup de se préparer, ça vaut le coup de s'entraîner, parce que le moment où cela arrivera, eh ben, il y aura une différence entre les utilisateurs qui se seront préparés, puis ceux qui découvriront ça un petit peu après les autres, et ils auront un petit peu de retard pour tirer les profits du calcul quantique. Alors, ma question c'était surtout à quoi ça sert et quel type d'entreprise aujourd'hui utilise ces outils-là? Alors, on sait déjà quelles sont un peu les applications qui vont bénéficier du calcul quantique. On a surtout des applications, deux types d'applications. Des applications de type, par exemple, optimisation combinatoire. Il y a un petit problème assez célèbre qui s'appelle le voyageur du commerce. J'ai un voyageur de commerce qui doit passer dans 20 villes. Quel est le chemin le plus court pour qu'il parcourt toutes les 20 villes? Et bien ça, c'est un problème extrêmement complexe, hein, c'est la complexité combinatoire. Il faut vraiment faire tous les essais possibles, hein, c'est un problème exponentiel, alors qu'on sait qu'en quantique, on va être capable d'avoir des solutions beaucoup plus rapidement, et c'est typiquement ce genre de problème. Alors, le voyageur de commerce, bon, c'est pas une application qui intéresse les industriels, mais on a des choses très très similaires, par exemple pour la gestion de ressources, hein, par exemple pour un énergéticien, pour optimiser ses cycles de centrales nucléaires, de centrales hydrauliques, etc., il a des problèmes d'optimisation combinatoire. Et le quantique, là, pour le coup, il est capable de donner des solutions que le calcul classique n'est pas capable de donner. Alors, on a une autre famille de problèmes aussi qui est très, très intéressante et qui fonctionne avec le quantique, c'est les problèmes de simulation de molécules et de matériaux. Alors là, on est plutôt dans le domaine de la chimie, et ça intéresse donc la Big Pharma, ça intéresse les gens du pétrole, etc. Donc, on simule des molécules. C'est aussi un problème combinatoire, en ce sens où, quand une molécule a par exemple quelques atomes, 5, 6, ça, on sait le simuler classiquement. Mais à chaque fois que je vais rajouter un atome, je vais multiplier par 2 la complexité. Et donc, vous voyez que dès lors, je vais arriver à des grosses molécules d'une centaine d'atomes, c'est quelque chose qui est aujourd'hui inaccessible. Inaccessible au calcul classique, alors que
on pense que le calcul quantique permettra d'accéder effectivement à résoudre des problèmes avec de grosses molécules. On a la même chose dans le domaine des matériaux. Par exemple, des matériaux pour étudier par exemple le magnétisme de matériaux, c'est aussi quelque chose qui se prête très bien pour trouver des minimums d'énergie pour analyser des distributions de magnétisme ou étudier certaines propriétés physiques de matériaux. C'est encore un exemple où le calcul quantique pourrait faire beaucoup, beaucoup mieux que le calcul classique. Alors on voit effectivement l'intérêt et on imagine qu'il y a encore des champs gigantesques à explorer en termes de potentialité. Pourquoi dites-vous chez Eviden que le quantique, ça pose des questions de pouvoir et même d'enjeux géopolitiques? Alors c'est vrai que il y a une utilisation, une application du calcul quantique que je n'ai pas développée, c'est l'application à la sécurité, à la cybersécurité. On sait qu'il existe depuis les années 90 un algorithme qui permet de factoriser, c'est-à-dire j'ai un produit de deux nombres premiers, je ne connais que le produit, trouver les deux nombres premiers, c'est un problème qui est très compliqué, qui est exponentiel en complexité. Et il se trouve que certains algorithmes cryptographiques, qu'on appelle asymétriques, reposent justement sur la difficulté à factoriser. Or, ce qui a été trouvé dans les années 90, c'est un algorithme quantique qui permettait de factoriser un produit de nombres premiers en un temps extrêmement court, qu'on appellerait polynomial par rapport à un temps exponentiel. Et ça, c'est une menace très très forte. Ça, c'est pas une bonne ces nouvelle, on algorithmes. va dire. Non, c'est une très mauvaise nouvelle, puisque aujourd'hui, quand vous êtes sur Internet, le commerce électronique, on échange des informations chiffrées entre personnes qui se sont jamais rencontrées, qui se connaissent pas. C'est le propre de la cryptographie asymétrique. Ça ne sera plus possible dès lors qu'on trouvera des ordinateurs quantiques suffisamment puissants pour faire tourner cet algorithme quantique. Heureusement, donc effectivement, c'est une très mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les machines pour décrypter les algorithmes qui sont utilisés aujourd'hui par les banques, en commerce électronique, etc., une telle machine aujourd'hui n'est absolument pas disponible. Il faudrait des milliers de qubits, alors qu'aujourd'hui on en est à quelques dizaines tout au plus. Et ça, pardon, Donc on en est sûr, ouais. aucun pays n'a ce genre d'appareil et on est certain que ça n'existe nulle part? La certitude, elle n'existe pas, hein, mais quand on voit ce que ça représente, quand on voit toutes les communautés internationales, les chercheurs qui échangent, les milliers d'articles qui sont écrits sur ces domaines, les centaines, voire les milliers d'équipes qui travaillent sur ces sujets, on peut penser que s'il y avait une piste qui commencerait à être exploitable tout de suite sur ces sujets, On le saurait. on le saurait, mais encore une fois, vous avez raison, on n'a pas de certitude. Mmh. On n'a pas de certitude que dans un labo secret chinois-américain, il n'y ait pas quelqu'un qui trouve une idée géniale. Et on n'a pas de certitude. C'est justement pour ça, parce que quand on n'a pas de certitude, alors que le risque est vraiment très très faible, mais on n'a pas de certitude, c'est pour ça qu'on a inventé les algorithmes post-quantiques. Les algorithmes post-quantiques, ce sont des algorithmes classiques qui tournent sur des ordinateurs classiques, mais qu'on a développés spécifiquement pour résister aux attaques quantiques, à cette attaque de factorisation dont je vous ai parlé, qui s'appelle l'attaque de Shor, l'algorithme de Shor. Eh bien, il y a déjà, ça a été lancé par la communauté internationale de cryptologues, ça a été lancé par l'organisme de normalisation américain, le NIST, qui a lancé un appel il y a déjà plusieurs années et qui a bien avancé et qui a vu sortir l'année dernière 4 algorithmes de chiffrement post-quantiques, voilà, dont la communauté internationale de cryptologues a démontré qu'ils sauraient résister aux attaques quantiques. Voilà. Donc ces 4 algorithmes, aujourd'hui, le sujet, c'est d'implémenter ces algorithmes dans nos équipements de manière à, vous voyez, que cette absence de certitude, on a quand même pris un devoir de précaution, on s'est dit, voilà, c'est très peu possible, peut-être que la probabilité elle est de 0,00001, mais elle n'est pas de 0, donc devoir de précaution, parce que notre sécurité, nos algorithmes de sécurité, ils protègent les secrets d'État, ils protègent la dissuasion nucléaire, ils protègent le chiffre diplomatique, nos plus grands secrets. On ne peut pas prendre de risques avec cela. C'est pour ça qu'on
qu'on a lancé ces algorithmes post-quantiques. Et pourquoi est-ce important de le faire dès maintenant, puisque vous dites les machines capables de déchiffrer ces secrets d'État n'existent pas encore? Oui, c'est une très bonne question, hein, dont j'ai pu débattre avec certains spécialistes, notamment américains. On aurait pu se dire, par exemple, le président américain a signé une directive l'année dernière, une loi pour pousser les feux, pour accélérer la passation aux algorithmes post-quantiques. Donc on aurait pu se dire, peut-être qu'il a une information, etc. Mais quand on creuse, on se rend compte que la principale raison, c'est que c'est très très long de migrer au post-quantique. Parce qu'aujourd'hui, c'est très très long parce que ces algorithmes cryptographiques asymétriques, on les retrouve dans des certificats. Et ces certificats, il y en a partout dans nos systèmes d'information. Donc, pour passer au post-quantique, il faut déjà les trouver, il faut les analyser, et franchement, il y en a partout. Vous savez, en informatique, on a de l'open source, on a des couches, on a des sous-traitants, on a des librairies qu'on utilise, etc. Et bien, il faut les pêcher à tous les niveaux. Il faut aller chercher ces certificats, ces endroits qui utilisent de la cryptographie asymétrique qui est fragile par rapport au quantique. Ah ouais, c'est-à-dire que Et c'est comme, je prends une image, c'est comme si on avait, je sais pas, une maison et puis on essaye de détecter tous les points de fuite dans exactement. tous les recoins. C'est une très bonne remarque. Voilà, tous les points de les fuites microscopiques, voilà, il faut les chercher partout dans la maison. Alors pour ça, il y a des méthodes. Il y a des gens qui ont automatisé. Il y a des logiciels qui permettent d'automatiser cette recherche, etc. Et une fois que vous avez trouvé tous ces éléments, après, il faut les analyser parce que vous en avez peut-être des milliers. Et ces milliers-là, peut-être, on n'a pas besoin de tous les remplacer parce qu'il y en a certains, c'est pas grave. Il y en a d'autres, c'est pas le sujet, etc. Donc, il faut ensuite une analyse. Et une fois qu'on a fait l'analyse, c'est une analyse de risque en fait. Et une fois qu'on a fait cette analyse, on remplace les certificats qu'il faut remplacer par des nouveaux certificats post-quantiques. Et ça, quand on discute avec les spécialistes, les gens nous disent ça, c'est une affaire de 10-15 ans. 10-15 ans. Donc Ouais. c'est pour ça, comme ça dure. Vous voyez, aujourd'hui, on pense que ça n'existe pas, même si la probabilité n'est pas nulle. Qui sait dans 10-15 ans où on sera, hein. Peut-être que dans 10-15 ans, les choses pourraient s'accélérer, peut-être qu'un chercheur va trouver une idée brillante, tout le monde va l'utiliser, puis en quelques années, boum, le risque va devenir peut-être plus probable. Ouais. Comme il faut 15 ans pour mettre en pause quantique un système d'information, eh bien, c'est pour ça que on recommande de commencer maintenant. Alors, j'imagine que vous recommandez essentiellement aux entreprises sensibles, on va dire, entre guillemets. C'est quoi? C'est la défense, c'est les banques, c'est les grands groupes industriels, etc. Oh, ben toutes les entreprises ont des secrets. Enfin, imaginez que les attaques quantiques, elles tombent dans les mains de mafias, etc. Ensuite, ils s'attaqueront à tout le monde. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec les pauvres hôpitaux qui reçoivent des rançongiciels, etc. Non, tout le monde devra passer au Ouais. post-quantique. Alors évidemment, en priorité, ceux que vous avez cités, hein, la défense, les banques, etc. Mais tout le monde, parce qu'il ne faut pas prêter le flanc à des fragilités que pourraient exploiter des mafias ou des réseaux criminels. Mais est-ce qu'une PME, TPE doit se soucier de protection post-quantique aujourd'hui? Il faut qu'on le fasse pour elle. C'est le rôle un petit peu Eh oui. des entreprises qui vendent de la sécurité ou des agences de sécurité comme l'ANSSI en France, etc. Effectivement, il faut favoriser l'accès de ces des petites sociétés à ce genre de technologie le moment venu. Alors bien entendu, vous avez raison, ça ne va pas arriver en même temps que le ministère de la Défense ou en même temps que le CEA, mais ça devra arriver un jour. Mmh. Et on sait que, je reprends l'exemple des PME, TPE, et cetera. Beaucoup de choses se passent sur internet aujourd'hui. Est-ce qu'internet est menacé? Parce qu'en fait, c'est ça c'est le Ah réseau ben, lui-même. ouais, la cryptographie asymétrique, elle permet, elle permet de sécuriser les communications sur Internet. Pour que quelqu'un puisse parler à quelqu'un d'autre, par exemple ce qu'on appelle les certificats SSL, etc. Tout ça repose sur la cryptographie asymétrique qui pourrait être attaquée par le quantique. Donc les fondamentaux d'Internet
vraiment pourrait être complètement remis en cause par les attaques quantiques. Alors heureusement qu'on a cette stratégie de post-quantique qu'on met en place, parce que ça permettra de sécuriser Internet. Est-ce que les entreprises, et notamment les entreprises concernées, ont conscience de ça et ont conscience de l'enjeu, et est-ce qu'elles se préparent suffisamment? Oh, je dirais de plus en plus. Hein, l'ANSSI, donc que j'ai cité tout à l'heure, hein, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a édicté des, des, des recommandations sur le sujet, entre la cryptographie post-quantique, etc. On commence à voir, nous on rencontre de plus en plus d'industriels ou de banques, etc., qui nous disent vos produits post-quantiques, quand est-ce qu'ils seront post-quantiques? Et pour le coup, nous, les différents produits de cybersécurité que l'on développe, qu'ils soient matériels ou logiciels, on les passe au post-quantique cette année. Voilà. Avec différentes étapes au premier trimestre, au second trimestre, mais on passe au post-quantique cette année. On travaille d'ailleurs avec une start-up spécialisée en post-quantique, hein, qui s'appelle Cryptonext Security, qui est une belle start-up française. Donc les choses avancent. Il se trouve que grâce à cette initiative américaine de normaliser des algorithmes post-quantiques, on n'est pas trop pressé. Voilà, on a le temps de faire les choses bien. Donc avançons, il faut avancer, et puis les choses devraient bien se passer. On comprend qu'il y a des vrais enjeux de sécurité, de souveraineté. Est-ce que la France est globalement, le pays France est à l'heure? Alors le pays France s'est mobilisé, hein, puisque aussi bien que le développement du calcul quantique que la cryptographie post-quantique, ce sont des sujets qui sont traités par les États, qui sont mis dans des plans nationaux, ce qu'on appelle des plans quantiques. Il y a un plan quantique américain, un plan quantique anglais, on en est déjà au deuxième, un plan quantique allemand, et il y a le plan quantique français, hein, qui a été annoncé par le président de la République début 2021, donc ça fait déjà 3 ans. Donc on avance, on ne peut pas dire qu'on est en retard, on n'est pas tous partis exactement à la même heure, mais globalement, moi je pense qu'on est au rendez-vous, hein, à peu près en même temps que les autres, et je ne vois pas là de gros retard que la France aurait par rapport à ses partenaires. Est-ce que demain, on risquerait d'assister à des cyberguerres quantiques? Ah, c'est possible parce que je pense que le quantique, à un moment ou à un autre, le jour où on aura effectivement des décryptements quantiques, etc., il y a la cryptographie post-quantique. Il y a déjà des chercheurs qui, dans le cadre de ce que je vous ai expliqué, donc c'est la standardisation des algorithmes post-quantiques par le NIST. Le NIST il y avait beaucoup de candidats, il y avait une cinquantaine de candidats, et certains de ces algorithmes candidats ont été décryptés par la communauté internationale. Donc il y a des gens qui travaillent déjà sur l'attaque des algorithmes post-quantiques. Donc c'est le monde de la cybersécurité. Il y a toujours eu des gens pour développer de la sécurité, et des hackers pour essayer de contrer et d'attaquer ces algorithmes, et on l'aura aussi avec le post-quantique. Écoutez, c'est vertigineux. Merci beaucoup Philippe Duluc, CTO Big Data et Security chez Eviden, division du groupe Atos.